À 21 ans, la Vierge fut vendue comme une marchandise par sa famille. Un millionnaire froid l'acheta, sans promettre ni amour ni pitié. Emmenée dans son manoir, elle croyait avoir tout perdu, mais un secret caché dans cette maison allait changer son destin à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil venait à peine de se lever quand Élodie ouvrit les yeux, sentant le poids familier de l'épuisement sur ses épaules. À 21 ans, son jeune visage portait déjà les marques invisibles d'une vie consacrée à servir. La minuscule chambre au fond du manoir, son seul refuge, était plongée dans la pénombre de l'aube. Les murs écaillés témoignaient silencieusement de sa routine quotidienne de soumission. Avec des gestes automatiques, Élodie enfila son uniforme usé et attacha ses longs cheveux châtains en un chignon sévère. Son reflet dans le petit miroir fêlé révélait des yeux verts qui, malgré tout, conservaient encore une étincelle d'espoir. C'était le même espoir que sa mère, Claire, avait entretenu jusqu'à son dernier souffle 5 ans auparavant. La voix stridente de Marguerite, sa belle-mère, résonna dans le couloir avant même qu'Élodie ne puisse finir de s'habiller. « Élodie, où est cette bonne à rien ?» Le ton familier de mépris lui retourna l'estomac. Rapidement, elle se dirigea vers la cuisine, où elle trouva la femme d'âge moyen impeccablement vêtue, comme toujours. « Je suis là, madame », répondit Élodie, gardant les yeux baissés, comme elle l'avait appris au fil des années. « Le petit déjeuner de mes enfants est en retard. Et regardez-moi cette cuisine, je ne sais pas pourquoi je te garde encore ici. Ta mère, au moins, savait faire les choses correctement », lança Marguerite, ses paroles aussi tranchantes que des rasoirs. Élodie encaissa le coup en silence, comme tant d'autres. Ses demi-frères et sœurs, Amélie et Richard, observaient la scène depuis la table du petit déjeuner, avec des sourires satisfaits. C'étaient des jumeaux de 17 ans, gâtés et cruels, qui avaient hérité de toute la méchanceté de leur mère. La journée se déroula comme tant d'autres. Élodie nettoyait, cuisinait, lavait, repassait. Ses mains délicates, qui autrefois glissaient sur les touches du piano du salon, maintenant couverts et interdits, étaient calleuses à force de travail constant. Chaque recoin de cette maison gardait des souvenirs d'une vie antérieure, lorsque son père était encore vivant et qu'elle était traitée comme une fille, pas comme une domestique. En fin d'après-midi, alors qu'elle rangeait le dressing d'Amélie, Élodie trouva une vieille photographie cachée entre les tiroirs. Dessus, son père souriait aux côtés de sa mère, tous deux jeunes et amoureux. Une larme solitaire coula sur son visage, tandis qu'elle glissait la photo dans la poche de son tablier, son petit trésor dérobé. Le dîner fut servi ponctuellement à 8 heures, comme l'exigeait Marguerite. Élodie resta dans la cuisine, mangeant les restes debout, observant par la fenêtre le jardin que sa mère aimait tant et qui était maintenant abandonné aux mauvaises herbes. Le son de voix élevée dans la salle à manger attira son attention. « Elle doit partir, maman. »« Ça reste tout. Je n'en peux plus de voir cette fille dans tous les coins de la maison, me rappelant cette femme. » La voix d'Amélie était particulièrement venimeuse ce soir-là. « Calme-toi, ma chérie. J'ai des projets pour elle, » répondit Marguerite, sur un ton qui fit frissonner Élodie. Cette nuit-là, allongée sur son lit étroit, Élodie se permit de rêver. Elle rêva du jour où elle pourrait partir, de la liberté à laquelle elle aspirait tant. Ses doigts caressèrent la photographie cachée sous l'oreiller et elle murmura une prière silencieuse, comme elle le faisait chaque soir depuis le départ de sa mère. Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que cette nuit serait sa dernière dans cette maison. Le destin s'apprêtait à tourner sa roue de façon inattendue, et le matin suivant apporterait des changements qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. À l'horizon, une nouvelle vie se dessinait, pour le meilleur ou pour le pire. Seul le temps le dirait. Le matin arriva avec une atmosphère différente. Élodie le sentit dès qu'elle ouvrit les yeux. Le silence dans la maison était dense, presque palpable. Normalement, à cette heure, on aurait déjà entendu les cris de Marguerite et les exigences des jumeaux, mais ce jour-là, seul le silence régnait. Elle s'habilla rapidement et, en sortant de sa chambre, trouva Marguerite debout dans le couloir, un sourire inquiétant sur ses lèvres fines et peintes. « Prépare tes affaires », ordonna-t-elle sèchement. « Toutes tes affaires. » Élodie sentit son sang se glacer dans ses veines. « Mes affaires, madame ? Ne me fais pas répéter. Tu as 15 minutes. » Les mains tremblantes, Élodie rassembla ses quelques possessions.
Quelques vêtements usés, la photographie de ses parents, un petit livre de poésie que sa mère lui avait donné, son unique héritage. Tout tenait dans une vieille valise qu'elle trouva au fond de l'armoire. Quand elle revint dans le salon, son cœur faillit s'arrêter. Un homme grand vêtu d'un costume impeccable se tenait debout près de la fenêtre. Sa présence dominait la pièce bien qu'il restât parfaitement immobile. Élodie ne pouvait pas voir son visage, mais quelque chose dans sa posture la fit frissonner. « C'est elle », dit Marguerite, sa voix mielleuse contrastant avec sa rudesse habituelle. Comme convenu, l'homme se retourna lentement. Élodie estima qu'il avait environ 35 ans. Ses yeux, d'un bleu profond et glacial, l'examinèrent avec une froideur qui la fit se sentir exposée. Son visage, bien qu'indubitablement beau, semblait sculpté dans le marbre, dur, froid, inaccessible. Les documents, sa voix était grave et maîtrisée. Marguerite lui remit rapidement un dossier. Tout est là, le transfert de tutelle, les termes. Élodie sentit le monde tourner. Transfert de tutelle? Ses yeux allèrent de sa belle-mère à l'étranger, essayant de comprendre ce qui se passait. « Madame, je ne comprends pas. »« Tais-toi, coupa Marguerite. Tu appartiens maintenant à monsieur Gabriel Moreau. Il a payé un bon prix pour toi. » Les mots frappèrent Élodie comme une gifle. Vendue. Elle avait été vendue comme une simple marchandise. Ses jambes faiblirent, mais elle resta debout. Des années de résistance silencieuse lui donnant des forces. Gabriel Moreau, elle connaissait maintenant son nom, ne montra aucune réaction. Il examina méthodiquement les documents, comme s'il concluait juste une affaire ordinaire. Après quelques minutes, il rangea le dossier dans sa mallette en cuir et s'adressa enfin à Élodie. « Allons-y. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Élodie jeta un dernier regard autour d'elle, à la maison qui, malgré tout, avait été son foyer. Amélie et Richard observèrent la scène du haut de l'escalier, des sourires triomphants sur leurs jeunes visages. La voiture qui les attendait était noire et luxueuse. Le chauffeur, aussi silencieux que son patron, ouvrit la portière arrière. Élodie entra, sa petite valise étant son seul lien avec le passé. Gabriel s'assit à côté d'elle, maintenant une distance calculée. Tandis que la voiture glissait dans les rues de la ville, Élodie observait par la fenêtre sa vie antérieure disparaître. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, mais elle les sécha rapidement. Elle ne donnerait à personne le plaisir de la voir fléchir. L'homme à ses côtés restait silencieux, les yeux fixés sur un point distant. Élodie ne savait pas où elle allait, ni ce qui l'attendait. Son destin était entre les mains d'un étranger qui l'avait acheté comme on achète un objet dans un magasin. La seule certitude qu'elle avait était que sa vie, une fois de plus, avait complètement changé. La voiture franchit les énormes portails en fer forgé après près d'1 heure de voyage. Élodie observa stupéfaite la propriété qui se révélait devant ses yeux. Une allée bordée d'arbres centenaires menait à un manoir qui semblait sorti d'un conte de fées, si les contes de fées incluaient des manoirs modernistes de verre et d'acier. La construction était un chef-d'œuvre architectural, avec des murs de verre qui reflétèrent le ciel et des jardins méticuleusement entretenus qui s'étendaient à perte de vue. Une cascade artificielle descendait sur l'un des côtés de la maison, créant un rideau d'eau qui jouait avec la lumière du soleil. Gabriel fut le premier à descendre de voiture, sans même lui adresser un regard. Élodie hésita un moment avant de le suivre, serrant sa petite valise contre sa poitrine comme un bouclier. Le son de ses pas résonnait sur le sol en marbre, de l'entrée, la faisant se sentir encore plus petite dans cet environnement imposant. « Sophie !» La voix de Gabriel résonna dans la pièce. Une dame à l'apparence aimable, vêtue d'un uniforme élégant, apparut presque instantanément. « Oui, monsieur Moreau ? Voici Élodie. Montrez-lui ses appartements et expliquez-lui les règles de la maison. » Sans un mot de plus, il s'éloigna dans un couloir, laissant Élodie seule avec la gouvernante. Sophie sourit chaleureusement, le premier sourire sincère qu'Élodie recevait depuis des années. « Viens avec moi, ma chérie, tu dois être épuisée. » Alors qu'elle montait un escalier flottant en verre et en acier, Élodie remarqua qu'il n'y avait pas de photographie sur les murs, aucune touche personnelle. C'était comme si la maison était une galerie d'art minimaliste, belle mais dépourvue d'âme. « Voici », annonça Sophie, ouvrant une porte au 2e étage. Élodie ne put retenir une exclamation de surprise. La chambre était plus grande que toute la zone de service où elle avait vécu dans la maison de Marguerite. Un lit king size dominait le centre de la pièce,
couverts de draps qui semblaient faits de nuages. L'un des murs était entièrement en verre, offrant une vue splendide sur les jardins. « C'est ma chambre. Oui, mademoiselle, Monsieur Moreau a été très précis concernant vos appartements. » Sophie commença à ouvrir les portes d'un immense dressing vide. « Demain matin, quelqu'un viendra prendre vos mesures. Monsieur Moreau a ordonné qu'une garde-robe complète soit fournie. » Élodie s'assit au bord du lit, se sentant étourdie. « Je ne comprends pas. Pourquoi fait-il cela ?» Sophie s'arrêta et regarda Élodie avec une expression énigmatique. « Monsieur Moreau a ses raisons. Maintenant, quant aux règles, vous avez libre accès à toute l'aile du manoir qui comprend cette chambre, la bibliothèque, la salle de musique et les jardins. L'aile ouest est strictement interdite. Monsieur Moreau valorise sa vie privée par-dessus tout. Et qu'attend-il de moi? Pour l'instant, juste que vous vous reposiez et vous adaptiez. Monsieur Moreau a clairement indiqué que vous n'êtes pas une employée ici. » Sophie hésita un moment avant de continuer. « Il n'y a qu'une seule règle qu'il a insisté pour que je souligne. Personne ne peut vous toucher sans votre permission expresse. Personne. » Élodie fronça les sourcils, confuse. C'était une règle étrange pour quelqu'un qui venait de l'acheter. « Pas même lui, surtout pas lui, » répondit Sophie avec un regard significatif. Après le départ de Sophie, Élodie resta assise sur le lit pendant longtemps, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Son regard parcourut la chambre luxueuse, s'arrêtant sur une porte que Sophie n'avait pas mentionnée. Poussée par la curiosité, elle s'approcha et l'ouvrit. C'était une salle de bain digne d'un spa, avec une baignoire qui ressemblait plutôt à une piscine et une douche avec plusieurs configurations de jet. Sur le comptoir de marbre, elle trouva des produits de beauté des marques les plus chères, tout neufs et intacts. Alors qu'elle se préparait à prendre un bain, Élodie entendit une mélodie lointaine. Quelqu'un jouait du piano quelque part. Dans le manoir, une musique mélancolique et profondément triste. Elle s'approcha de la fenêtre et vit une lumière allumée dans l'aile ouest, l'aile interdite. La nuit tomba sur le manoir de cristal, apportant avec elle plus de questions que de réponses. Élodie se coucha dans le lit le plus confortable qu'elle ait jamais connu, mais le sommeil tarda à venir. Dans son esprit, l'image des yeux bleus et froids de Gabriel se mêlait à la mélodie du piano, créant un mystère qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Dans le silence de la chambre, elle se promit de découvrir la vérité derrière tout cela. Pourquoi un homme achèterait-il une jeune femme juste pour la traiter comme une princesse? Que cachait l'aile ouest? Et pourquoi, malgré tout le luxe et le confort, y avait-il tant de tristesse dans cette musique solitaire? Le premier rayon de soleil trouva Élodie déjà éveillée, observant les jardins depuis sa fenêtre. Elle avait peu dormi, son esprit encore en train de digérer les bouleversements de la veille. La chambre, qui la nuit semblait presque irréelle dans son luxe, prenait de nouveaux contours sous la lumière du matin. Un coup discret à la porte annonça l'arrivée de Sophie, apportant un plateau de petit déjeuner qui aurait fait passer un hôtel 5 étoiles pour Modeste. « Bonjour, mademoiselle Élodie. J'espère que vous avez bien dormi. »« Sophie, s'il vous plaît, appelez-moi simplement Élodie, » demanda-t-elle, encore mal à l'aise avec tant de formalisme. Ses yeux parcoururent le plateau, remarquant les fruits frais, les pains artisanaux, les jus naturels et une variété de mets qu'elle n'avait jamais goûtés. « Comme vous voulez, » sourit Sophie, plaçant le plateau sur une table près de la fenêtre. « La couturière arrivera dans 1 heure. Ensuite, si vous le souhaitez, je pourrai vous montrer la bibliothèque et la salle de musique. » Élodie acquiesça, mais quelque chose dans son visage dut trahir ses pensées, car Sophie ajouta « Il n'est pas à la maison, si c'est ce qui vous préoccupe. Monsieur Moreau est parti tôt pour une réunion d'affaires. » Après le petit déjeuner et la séance avec la couturière, qui semblait déterminée à créer une garde-robe digne d'une reine, Élodie suivit Sophie dans les couloirs du manoir. La bibliothèque lui coupa le souffle. 2 murs entiers de livres, du sol au plafond, avec une échelle mobile pour atteindre les étagères les plus hautes. « Vous pouvez lire n'importe quel livre que vous désirez », expliqua Sophie. Monsieur Moreau est un grand amateur de littérature. Mais ce fut la salle de musique qui fit s'arrêter le cœur d'Élodie un instant. Au centre de la pièce, un piano à queue Steinway & Sons brillait sous la lumière naturelle qui entrait par les fenêtres. Ses mains fourmillèrent du désir de toucher les touches. « Vous jouez ?» demanda Sophie, remarquant son regard. « Je jouais, »
répondit Élodie, sa voix chargée de souvenirs. Ma mère m'a appris quand j'étais petite. Après son départ, Marguerite m'a interdit de m'approcher du piano. Sophie l'observa un moment avant de dire « Ce piano est ici pour être joué, Élodie. Monsieur Moreau ne garde pas d'instrument uniquement pour la décoration. » Avec hésitation, Élodie s'assit au piano. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle toucha la première note. La qualité du son était incomparable. Fermant les yeux, elle laissa ses doigts trouver les notes d'une vieille berceuse que sa mère avait l'habitude de jouer. La mélodie remplit la salle, chaque note chargée d'émotions contenues. C'était comme si 5 années de silence forcé se libéraient à travers la musique. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, Élodie ouvrit les yeux et trouva Sophie essuyant discrètement une larme. C'était extraordinaire, dit une voix grave derrière elle. Élodie se leva d'un bond. Gabriel se tenait à la porte, son visage un masque indéchiffrable. Depuis combien de temps était-il là? Sophie se retira rapidement, les laissant seuls. « Excusez-moi, je n'aurais pas dû, » commença Élodie, mais Gabriel l'interrompit d'un geste. « Qui t'a appris à jouer ainsi ?»« Ma mère, » répondit-elle, rassemblant son courage pour le regarder. Claire était professeure de musique. Quelque chose passa dans les yeux de Gabriel, un éclair de reconnaissance, mais ce fut si rapide qu'Élodie pensa l'avoir imaginé. Il s'approcha du piano, maintenant une distance respectueuse. « Claire », murmura-t-il, comme si le nom avait une signification particulière. Puis, son visage reprit l'expression neutre habituelle. « Tu as libre accès à cette salle. Le piano est à toi pour l'utiliser quand tu veux. » Avant qu'Élodie ne puisse le remercier, il s'était déjà tourné pour partir. Mais il s'arrêta à la porte et, sans se retourner, ajouta « Ta mère t'a bien enseigné. » Élodie resta dans la salle de musique pendant des heures, explorant l'instrument, redécouvrant son amour pour la musique. Occasionnellement, elle se surprenait à penser à la réaction de Gabriel au nom de sa mère. Il y avait quelque chose là, une histoire non racontée, un mystère qui commençait à se dessiner. En fin d'après-midi, alors qu'elle pratiquait une sonate de Beethoven, elle remarqua un vieux dossier de partition sur une étagère. En l'ouvrant, son cœur faillit s'arrêter. C'étaient des compositions manuscrites, et elle reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de sa mère. Comment ces partitions étaient-elles arrivées là? Que cachait d'autre Gabriel Moreau dans son manoir de cristal? Les questions se multipliaient dans son esprit, mais une chose était certaine. Il y avait beaucoup plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait, et elle était déterminée à découvrir la vérité. Dans les jours qui suivirent, Élodie établit une routine au manoir. Les matinées étaient consacrées au piano, les après-midi à la lecture dans la bibliothèque et les soirées. Les soirées étaient remplies par le son lointain du piano dans l'aile ouest, où Gabriel jouait ses mélodies mélancoliques. Une semaine après son arrivée, lors d'un après-midi particulièrement pluvieux, Élodie explorait les étagères, les plus hautes de la bibliothèque, quand un livre attira son attention. C'était un vieil album de coupures, caché entre des volumes de littérature classique. En l'ouvrant, son cœur s'accéléra. C'étaient des reportages sur des concerts de piano, tous mettant en vedette une jeune pianiste nommée Elisabeth. « Moreau, sa mère », dit Sophie, qui était entrée silencieusement dans la bibliothèque. « C'était une pianiste brillante. » Élodie passa ses doigts sur une photographie jaunie. Elisabeth Moreau avait les mêmes yeux bleus perçants que son fils, mais les siens débordaient de chaleur et de vie. Que lui est-il arrivé? Sophie hésita, ses yeux parcourant la bibliothèque comme si elle cherchait des oreilles indiscrètes. Elle est partie quand M. Gabriel n'avait que 12 ans. Ce fut un coup dont il ne s'est jamais complètement remis. Et son père? Victor Moreau était un homme difficile. Sophie choisit ses mots avec soin. Après le départ d'Elisabeth, il est devenu encore plus strict avec Gabriel. Il a transformé ce garçon sensible qui aimait la musique en un homme qui a appris à cacher ses émotions. Élodie continua à feuilleter l'album, absorbant chaque détail. Dans l'une des dernières pages, elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Une photographie d'Elisabeth aux côtés d'une jeune femme qu'elle connaissait très bien. « Ma mère », murmura Élodie, touchant le visage souriant de Claire. Sur la photographie, elle connaissait Elisabeth Moreau? Sophie prit la photographie d'une main tremblante. Elles étaient des amies proches. Claire était l'une des rares élèves particulières d'Elisabeth. La gouvernante remit soigneusement la photo dans l'album.
Il y a des choses du passé qu'il vaut mieux ne pas remuer, Élodie. Mais il était trop tard. L'esprit d'Élodie bouillonnait déjà de possibilités. Sa mère n'avait jamais mentionné Elisabeth Moreau, mais maintenant, tant de choses commençaient à avoir un sens. Les partitions trouvées dans la salle de musique, la réaction de Gabriel en entendant le nom de Claire. Cette nuit-là, alors que la pluie battait les fenêtres du manoir, Élodie ne parvenait pas à dormir. Le son du piano dans l'aile ouest semblait plus intense, plus chargé d'émotions. Poussée par une impulsion irrésistible, elle quitta sa chambre et suivit le son à travers les corridors sombres. La porte de la salle de musique de l'aile ouest était entr'ouverte, une bande de lumière dorée s'échappant par la fente. Élodie savait qu'elle ne devrait pas être là, mais quelque chose de plus fort que sa raison la poussait en avant. À travers l'ouverture, elle vit Gabriel au piano, totalement absorbé par la musique. Il jouait une composition qu'elle connaissait bien. C'était l'une des préférées de sa mère, une pièce qu'Elisabeth Moreau avait composée. Ses doigts dansaient sur les touches avec une passion qui contrastait drastiquement avec sa froideur habituelle. Soudain, la musique s'arrêta. « Tu ne devrais pas être ici », dit Gabriel sans se retourner. Élodie se figea. « Je suis désolé, Cette « elle » est interdite. Sa voix était contrôlée, mais Élodie perçut une note de tension sous-jacente. « J'ai reconnu la musique », dit-elle, rassemblant son courage. « Ma mère avait l'habitude de la jouer. » Gabriel se retourna enfin, ses yeux rencontrant les siens, dans la pénombre. Pendant un moment, Élodie vit son masque d'indifférence vaciller. « Ta mère » commença-t-il, mais s'arrêta, comme si les mots le blessaient. « Elle connaissait votre mère, n'est-ce pas? Elles étaient amies. » Élodie fit un pas en avant, entrant dans la salle. « Pourquoi m'avez-vous amené ici, monsieur Moreau? Quelle est la véritable raison ?» Le silence qui suivit fut lourd, chargé de secrets non dits. Gabriel se leva du piano, sa grande silhouette projetant une longue ombre sur le sol. « Retourne dans ta chambre, Élodie. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. » Mais Élodie resta où elle était. « J'ai le droit de savoir, si cela implique ma mère. »« Que veux-tu savoir ?» l'interrompit-il, sa voix tranchante. « Que ta mère était la meilleure amie de la mienne, qu'elle partageait des rêves de liberté, que quand ma mère est partie, la seule personne qui est restée en contact avec elle était Claire. » Il s'approcha, ses yeux brillants dans la faible lumière. « Ou veux-tu savoir pourquoi, après le départ de ta mère, j'ai passé des années à te chercher ?» La révélation frappa Élodie comme un éclair. Ses jambes faiblirent, et elle dut s'appuyer contre le mur. Gabriel fit un pas de plus vers elle, mais maintint la distance qu'il préservait toujours. « Vous saviez, tout ce temps, vous saviez qui j'étais. Depuis le moment où Marguerite m'a contacté, t'offrant comme marchandise, répondit-il, sa voix chargée d'amertume. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais, de ce que tu signifiais. » Élodie sentit le monde tourner. Chaque pièce du puzzle commençait à s'emboîter, mais il y avait encore tant à révéler. Pourquoi Gabriel la cherchait-il? Que savait-il d'autre sur sa mère? Et pourquoi, même maintenant, maintenait-il cette distance calculée, comme s'il craignait de s'approcher trop près? La révélation de Gabriel laissa Élodie en état de choc. Pendant des jours, elle erra dans les couloirs du manoir comme un fantôme, essayant de comprendre tout ce qu'elle avait découvert. Le piano resta silencieux, tant dans l'aile que dans l'aile ouest, comme si la musique avait été étouffée par le poids des secrets révélés. Sophie observait la situation avec une inquiétude évidente, mais se tenait discrètement, à distance. Ce fut seulement au matin du 3e jour qu'elle décida d'intervenir, trouvant Élodie assise dans le jardin, regardant fixement un parterre de roses blanches. C'était ses préférées, dit Sophie, s'asseyant à côté d'Élodie. Celle d'Elisabeth. Élodie se tourna vers la gouvernante, ses yeux remplis de questions non formulées. Sophie soupira, comme si elle décidait finalement qu'il était temps de partager ce qu'elle savait. « J'étais ici quand tout est arrivé, » commença-t-elle. « Elisabeth était une force de la nature, vous savez. Elle transformait tout en musique, joie, tristesse, amour, douleur. Victor ne supportait pas cela. Il voulait tout contrôler, même sa musique. Comme ma belle-mère, murmura Élodie. Oui, ces personnes existent partout. Elisabeth a résisté aussi longtemps qu'elle a pu, mais à la fin... Sophie fit une pause, cueillant une rose. À la fin, elle a choisi la liberté. Claire l'a aidée à partir. Et Gabriel, il n'avait que 12 ans.
C'était un garçon doux, talentueux comme sa mère. Victor, eh bien, il a blâmé la musique. Il a interdit à Gabriel de jouer, à fermer le piano, à brûler les partitions, mais il n'a pas réussi à toutes les brûler. Élodie se souvint des partitions de sa mère dans la salle de musique, celles que j'ai trouvées. Élisabeth les a confiées à Claire avant de partir. Ta mère les a gardées toutes ces années, jusqu'à ce que... Sophie hésita. Jusqu'à ce qu'elle parte aussi, compléta Élodie, sentant un nœud dans sa gorge. Gabriel n'a jamais pardonné à son père d'avoir éloigné Élisabeth. Quand il a repris les affaires de la famille, la première chose qu'il a faite a été de chercher sa mère. Mais c'était trop tard. Sophie tournait la rose entre ses doigts. C'est alors qu'il a découvert l'amitié entre Élisabeth et Claire, et ton existence. Mais pourquoi m'a-t-il cherché? Pourquoi se soucierait-il de moi? Sophie sourit doucement. Te souviens-tu de quelque chose qui s'est passé il y a environ 15 ans? Un jour au parc, peut-être? Élodie fronça les sourcils, essayant de fouiller dans ses souvenirs les plus anciens. Soudain, un souvenir surgit, nébuleux comme un rêve. Elle, à 6 ans, jouant dans le parc. Un garçon pleurant seul sur un banc. Elle s'était approchée, lui avait offert son mouchoir brodé de notes de musique. C'était lui, murmura Élodie, la réalisation la frappant comme une vague. Le garçon dans le parc, c'était Gabriel. Oui, confirma Sophie. C'était le jour où Élisabeth est partie. Gabriel s'était enfui au parc, dévasté. Une petite fille s'est approchée de lui a offert un mouchoir et lui a dit quelque chose qu'il n'a jamais oublié. La musique n'abandonne jamais ceux qui l'aiment vraiment, récita Élodie, les mots revenant à sa mémoire comme par magie. Ma mère disait toujours cela. Gabriel a gardé ce mouchoir. Des années plus tard, quand il a découvert que la petite fille était la fille de Claire, il a juré qu'il te protégerait. Mais quand il t'a finalement trouvé, j'étais prisonnière de Marguerite, compléta Élodie, les larmes coulant librement sur son visage. Il ne pouvait pas simplement te sortir de là sans motif légal. Quand Marguerite a proposé de te vendre, Sophie s'arrêta, laissant l'implication en suspens. Élodie se leva brusquement. Je dois lui parler. Il est dans son bureau, dit Sophie. Et Élodie, il peut paraître froid, mais il y a un océan d'émotions sous cette surface de glace. D'un pas décidé, Élodie traversa le manoir en direction du bureau. Son cœur battait fort, mais pour la première fois depuis son arrivée, ce n'était pas de peur, c'était de compréhension, de reconnaissance. En arrivant à la porte du bureau, elle respira profondément. Tant de vies entrelacées par le destin, tant d'histoires connectées par des fils invisibles, de musique et de mémoire. Il était temps d'affronter la vérité, de briser les dernières barrières de glace qui les séparaient. Élodie frappa doucement à la porte du bureau. Le « entrer » qui vint de l'intérieur ressemblait plus à un murmure qu'à un ordre. Alors, ouvrant la porte, elle trouva Gabriel debout près du mur de verre, observant la pluie qui commençait à tomber sur les jardins. Le bureau était un reflet parfait de son occupant, organisé, élégant et protégé par des murs de verre qui, paradoxalement, créaient une barrière invisible avec le monde extérieur. Une photographie solitaire sur la table de travail attira l'attention d'Élodie. Elle montrait une très jeune Élisabeth au piano avec un Gabriel enfant assis à ses côtés. « Vous avez gardé le mouchoir ?» dit Élodie, brisant le silence. Ce n'était pas une question. Gabriel se tourna lentement, ses yeux rencontrant les siens. Pendant un moment, le masque de froideur vacilla. « Il est dans le premier tiroir du bureau, » répondit-il. « Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir après avoir découvert qui tu étais. » Élodie s'approcha du bureau, ses mains tremblant légèrement en ouvrant le tiroir. Il était là, un petit mouchoir blanc brodé de notes de musique, préservé comme une relique sacrée dans une boîte en cristal. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit ?» ça demanda-t-elle, touchant le verre de la boîte du bout des doigts. Que devais-je dire? La voix de Gabriel avait un ton qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, vulnérable, presque brisé. Que j'ai passé des années à chercher la petite fille qui avait montré de la compassion pour un garçon détruit. Que quand je t'ai enfin trouvé, tu vivais le même type de prison qui a détruit ma mère. Élodie se tourna pour lui faire face. Vous auriez pu me sortir de là? Avant. Pas sans causer un scandale qui t'aurait fait plus de mal que de bien. Marguerite a des connexions puissantes, Élodie. Je devais le faire légalement, d'une manière qu'elle ne pourrait pas inverser. Alors vous avez attendu qu'elle m'offre? Comme marchandise.
conclut Élodie, la réalisation la frappant comme un éclair. Vous saviez qu'elle finirait par le faire. Gabrielle acquiesça, la mâchoire tendue. Les gens comme elle finissent toujours par révéler leur vraie nature. Je devais simplement être prêt quand cela arriverait. Et les partitions de ma mère, comment sont-elles arrivées ici? Claire me les a envoyées, révéla-t-il, s'approchant du bureau. Peu avant de partir, avec une lettre. Il ouvrit un autre tiroir et en sortit une enveloppe. Johnny. Élodie prit la lettre d'une main tremblante. L'écriture de sa mère, si familière et douloureusement absente, couvrait plusieurs pages. Elle commença à lire en silence. « Cher Gabriel, si tu lis cette lettre, cela signifie que je n'ai pas réussi à protéger Élodie comme je l'aurais souhaité. Les partitions que j'envoie sont plus que de la musique. Elles sont l'histoire de deux femmes qui ont osé rêver de liberté. Ta mère et moi avons partagé plus que des mélodies. Nous avons partagé le même désir de voler. Elisabeth a obtenu ses ailes, mais j'ai fait un choix différent. Je suis resté pour Élodie, sachant que Marguerite montrerait ses griffes, éventuellement. Quand cela arrivera, j'ai besoin que tu protèges ma fille. Pas par obligation ou promesse, mais parce que toi, plus que quiconque, comprends ce que signifie être emprisonné dans une cage dorée. Les partitions contiennent plus que des notes musicales. Entre les pages, tu trouveras la vérité sur le passé, sur ton père, sur Marguerite. Utilise ces informations avec sagesse, Gabriel. Et rappelle-toi, la musique n'abandonne jamais ceux qui l'aiment vraiment. Élodie laissa les pages tomber sur le bureau, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Gabriel resta immobile, respectant son moment de deuil et de découverte. « Quelle vérité est-ce que ma mère mentionne ?» demanda-t-elle finalement, essuyant ses larmes. Gabriel prit un dossier sur son bureau. « Marguerite n'est pas qui elle prétend être. Elle et mon père, ils ont conspiré ensemble. Le départ de nos mères n'était pas une coïncidence. Que voulez-vous dire? Ils ont tout planifié, Élodie. Victor Moreau et Marguerite étaient amants depuis des années. Ils ont élaboré un plan pour éloigner Elisabeth et prendre le contrôle de la fortune des Moreau. Ton père, il a découvert la vérité et c'est pourquoi... » Élodie sentit son sang se glacer dans ses veines. Toute sa vie avait été construite sur des mensonges et des trahisons. Son père, sa mère, Marguerite elle-même, toutes les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, formant une image bien plus sombre qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Et maintenant ?» murmura-t-elle, se sentant simultanément plus forte et plus vulnérable que jamais. Gabriel s'approcha enfin, s'arrêtant à seulement un pas de distance. « Maintenant, dit-il, sa voix chargée de détermination, nous faisons justice. » La révélation sur Marguerite et Victor Moreau laissa Élodie abasourdie. Pendant des heures, elle et Gabriel restèrent dans le bureau, dévoilant chaque couche de l'intricate toile de mensonges qui avait façonné leur vie. Les partitions de Claire et Elisabeth, gardées avec tant de soin, contenaient plus que de la musique. Entre leurs pages se trouvaient des documents, des photos et des preuves qui incriminaient les véritables méchants de leur histoire. Marguerite n'a jamais été simplement ta belle-mère, expliqua Gabriel, étalant des documents sur la table. C'était une joueuse à long terme, manipulant chaque mouvement comme une maestro du chaos. Son mariage avec ton père n'était qu'une pièce de plus sur son échiquier. Élodie examina les papiers d'une main tremblante. Contrat, transfert, bancaire, lettres, tout un historique de conspiration et de trahison documenté en noir et blanc. Pourquoi ma mère a-t-elle gardé tout cela? Claire était plus intelligente qu'il ne l'imaginait, répondit Gabriel, une lueur d'admiration dans sa voix. Elle et ma mère ont découvert la vérité ensemble. Elisabeth a choisi de fuir, mais ta mère... Il hésita, choisissant ses mots avec soin. Claire a choisi de rester et de rassembler des preuves. Elle savait qu'un jour elle serait nécessaire. Un tonnerre résonna au loin, comme si le ciel répondait à la gravité des révélations. Élodie se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les nuages sombres qui s'approchaient. « Pendant toutes ces années où vous m'avez cherché, dit-elle, sa voix presque un murmure, que comptiez-vous faire ?» Gabriel la rejoignit près de la fenêtre, maintenant sa distance respectueuse caractéristique. Au début, c'était juste une promesse à une petite fille qui m'avait offert de la gentillesse quand j'en avais le plus besoin. Ensuite, c'est devenu une mission, protéger la fille de Claire, honorer le sacrifice de ta mère. Et maintenant, Élodie se tourna pour lui faire face. Qu'est-ce qui a changé?
Les yeux bleus de Gabriel, habituellement si froids, semblaient se liquéfier en rencontrant les siens. Maintenant, c'est personnel. Tu n'es pas juste la petite fille au mouchoir ou la fille de Claire. Tu es Élodie, et tu... Il s'arrêta comme si les mots étaient trop difficiles à prononcer. Je quoi, insista-t-elle, faisant un pas vers lui. Tu m'as fait croire à la musique à nouveau, compléta-t-il, sa voix rauque d'émotion. Après le départ de ma mère, j'ai continué à jouer, mais c'était comme si les notes étaient vides. Puis, tu es arrivé, et ta musique, c'est comme entendre le soleil se lever. Élodie sentit son cœur s'accélérer. C'était la première fois qu'elle voyait Gabriel vraiment vulnérable, ses défenses baissées, son âme exposée comme les partitions ouvertes sur la table. « C'est pour ça que vous ne vous approchez jamais ?» demanda-t-elle doucement. « Vous avez peur de vous permettre de ressentir ?»« J'ai peur de ne pas mériter, » admit-il. « Après tout ce que nos familles ont traversé, après tant de douleurs, la musique n'abandonne jamais ceux qui l'aiment vraiment, » cita Élodie, faisant un autre pas vers lui. « Ma mère ne disait pas cela uniquement à propos des mélodies, n'est-ce pas? C'était aussi à propos de l'amour. » Un éclair illumina le bureau, projetant leurs ombres sur le mur comme une seule silhouette. Gabriel resta immobile, mais Élodie pouvait voir le conflit dans ses yeux, le désir de se rapprocher luttant contre des années d'autocontrôle imposées. « Nous ne pouvons pas les laisser gagner, » dit Élodie, sa voix gagnant en force. « Marguerite, votre père, ils ont essayé de détruire l'amour, la musique, tout ce qu'il y avait de beau dans nos vies. Nous ne pouvons pas leur permettre de continuer à nous contrôler, même à distance. » Gabriel acquiesça lentement, ses yeux fixés sur les siens. « Es-tu prête à les affronter? Marguerite ne renoncera pas facilement quand elle découvrira que nous connaissons la vérité. »« Je suis prête, » affirma Élodie avec conviction. Mais avant, elle s'approcha encore plus jusqu'à n'être qu'à un souffle de distance. Avant, nous devons briser le dernier mur de verre entre nous. Le tonnerre gronda à nouveau, plus proche maintenant, comme si la nature elle-même attendait avec impatience ce qui allait se passer ensuite. Dans le bureau éclairé par les éclairs, deux âmes marquées par le passé se rencontraient enfin dans le présent, prêtes à réécrire leur avenir, non plus comme victimes, mais comme protagonistes de leur propre histoire. Le lendemain, Matin trouva Élodie et Gabriel dans la bibliothèque, entourés de documents et de tasses de café. La pluie de la nuit précédente avait laissé place à un soleil timide, qui entrait par les fenêtres et illuminait la pile de preuves sur la table. Marguerite a toujours été méticuleuse dans ses registres, expliqua Gabriel, séparant quelques feuilles. Chaque transfert, chaque accord avec mon père, elle a tout documenté, pensant que ces preuves la protégeraient. Elle n'a jamais imaginé qu'elle pourrait se retourner contre elle. Élodie examina les documents avec une attention renouvelée. Son esprit d'artiste, habitué à voir des modèles et des connexions, commençait à tracer des lignes invisibles entre les faits. Ils ont commencé tout cela bien avant ce que nous imaginions, n'est-ce pas? Leurs relations, leurs plans? Oui, confirma Gabriel, sa voix tendue. Ma mère et la tienne l'ont découvert par hasard. Elisabeth a trouvé des lettres, et quand elle a confronté mon père, il s'arrêta, respirant profondément. C'est à ce moment-là que tout s'est effondré. Élodie se leva de sa chaise et marcha jusqu'à l'étagère la plus proche, ses doigts glissant sur les reliures des livres pendant qu'elle réfléchissait. « Nous devons être plus intelligents qu'eux, » dit-elle finalement. « Marguerite et votre père pensent qu'ils ont tout le pouvoir, que personne ne peut les toucher. C'est leur plus grande faiblesse. » Gabriel l'observait avec un mélange d'admiration et de curiosité. Depuis la nuit précédente, dans le bureau, quelque chose avait changé entre eux. La distance physique existait encore, mais les barrières émotionnelles commençaient à s'effondrer, comme une digue cédant à la pression de l'eau. « Qu'as-tu en tête ?» demanda-t-il, s'approchant. Élodie se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants de détermination. « Ils nous ont sous-estimé toute notre vie. Ils me voyaient comme une servante inutile, vous comme un fils contrôlable. Ils n'ont jamais imaginé que nous pourrions nous unir, que nous découvririons la vérité. » Un sourire rare apparut sur les lèvres de Gabriel. « Continue. »« Et si ?» proposa Élodie, revenant vers la table. « Au lieu de les confronter directement, nous utilisions leur propre stratégie contre eux, faire en sorte qu'ils s'exposent eux-mêmes. » Gabriel se pencha sur la table.
son visage proche du sien tandis qu'ils examinaient les documents ensemble. Le parfum délicat d'Élodie l'enveloppait, rendant difficile de maintenir sa concentration. « Comment ? Votre entreprise est sur le point de faire une grande acquisition, n'est-ce pas? Quelque chose que Marguerite et votre père suivent de près ?»« La fusion avec le groupe Rivière, » confirma Gabriel. « C'est la plus grande affaire de l'année. Marguerite a fait pression sur mon père pour qu'il intervienne, prétendant que j'ai été trop émotif dans mes décisions dernièrement. » Élodie sourit, un sourire qui mêlait douceur et astuce. « Et si nous leur donnions exactement ce qu'ils veulent? Une chance de nous sauver de nous-mêmes. » Au cours des heures suivantes, le plan prit forme. Chaque détail fut méticuleusement élaboré, chaque mouvement calculé comme des notes sur une partition complexe. Élodie se révéla être une stratège naturelle, sa sensibilité artistique se traduisant par une capacité unique à prévoir les réactions et les comportements. « Tu es extraordinaire », dit doucement Gabriel, alors que le soleil se couchait, déjà à l'horizon. Ils étaient seuls dans la bibliothèque, Sophie s'étant retirée depuis des heures avec les tasses vides de café. Élodie leva les yeux des documents, rencontrant le regard intense de Gabriel. « Je ne fais que ce que nos mères auraient fait, lutter pour la vérité, pour la justice. Ce n'est pas seulement ça. » Il fit un pas vers elle, éliminant une partie de la distance qu'il maintenait toujours. « Tu as quelque chose de spécial, Élodie. Quelque chose qui va au-delà de la musique, au-delà de la stratégie. Tu as ta propre lumière. » Le cœur d'Élodie s'accéléra. Depuis la nuit précédente, chaque moment avec Gabriel était chargé d'électricité contenue, de mots non dits. « Pourquoi gardez-vous encore vos distances ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Gabriel ferma les yeux un moment, comme s'il rassemblait ses forces. « Parce que si je m'approche davantage, si je me permets que cela arrive, il n'y aura pas de retour possible. »« Et qui a dit que je voulais revenir en arrière ?» défia Élodie, faisant un pas vers lui. L'air entre eux semblait chargé de possibilités, de promesses silencieuses. Gabriel leva la main, ses doigts effleurant presque le visage d'Élodie, mais s'arrêta à quelques millimètres de sa peau. « D'abord, nous devons en finir avec tout cela, » dit-il, la voix rauque. « Nous devons nous assurer qu'ils ne pourront plus jamais faire de mal à personne. Ensuite, insista Élodie, son cœur battant la chamade. Ensuite, il n'y aura plus de mur de verre entre nous. » Le moment fut interrompu par Sophie qui entra précipitamment dans la bibliothèque. « Monsieur Gabriel, je viens de recevoir l'information. Votre père est en chemin, et il n'est pas seul. » Gabriel et Élodie échangèrent un regard. Le jeu était sur le point de commencer, plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. Il était temps de mettre le plan en action, de transformer leurs blessures en force, leur douleur en détermination. La musique de la vengeance était sur le point de commencer, et ils seraient les maestros de cette symphonie finale. L'annonce de l'arrivée de Victor Moreau mit le manoir en mouvement. Sophie organisa rapidement les documents éparpillés dans la bibliothèque, tandis qu'Élodie et Gabriel se préparaient pour la confrontation imminente. Le plan devrait être accéléré, mais peut-être était-ce un avantage. Moins l'ennemi avait de temps pour réfléchir, mieux c'était. « Tu dois te cacher, » dit Gabriel, guidant Élodie à travers les couloirs. « Ils ne doivent pas encore savoir que nous avons tout découvert. »« Non, » répondit fermement Élodie, s'arrêtant au milieu du couloir. « J'en ai assez de me cacher. De plus, le plan ne fonctionnera que si je suis présente. » Gabriel la regarda, partagée entre admiration et inquiétude. Élodie n'était plus la jeune femme effrayée qui était arrivée au manoir. À sa place se tenait une femme forte, déterminée, avec une lueur de défi dans ses yeux verts. « Tu as raison, » finit-il par accepter. « Mais rappelle-toi, nous ne pouvons pas encore révéler nos cartes. Laisse-les penser qu'ils ont encore le contrôle. » Élodie acquiesça, ajustant l'élégante robe qu'elle portait maintenant, si différente des uniformes usés de sa vie antérieure. « Comme une performance, » dit-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Chaque note au bon moment. Le son des portes s'ouvrant à l'étage inférieur annonça l'arrivée des visiteurs. Élodie et Gabriel échangèrent un dernier regard avant de descendre les escaliers. Dans le hall d'entrée, Victor Moreau dominait l'environnement par sa présence imposante. À ses côtés, Marguerite arborait son sourire de serpent. « Mon fils !» La voix de Victor résonna dans la pièce. « Je vois que les rumeurs étaient vraies. » Gabriel maintint son expression neutre.
Des années de pratique à cacher ses émotions le servant bien en ce moment. Quelle rumeur, père? À propos de ta plus récente acquisition, répondit Victor, ses yeux froids se fixant sur Élodie. Marguerite m'a parlé de la fille. Je dois dire que je suis déçu, je pensais t'avoir mieux élevée. Élodie sentit le regard calculateur de Marguerite sur elle, évaluant chaque détail de sa transformation. La robe élégante, la posture confiante, l'air de dignité, tout était si différent de la servante soumise qu'elle connaissait. Élodie a été une excellente compagnie, dit calmement Gabriel, et une pianiste extraordinaire. La mention du piano fit visiblement durcir Victor. La musique, cracha-t-il le mot comme s'il s'agissait de poison. Toujours la musique. Tu es comme ta mère, toujours à te laisser emporter par des sentimentalismes stupides. La musique est plus puissante que vous ne l'imaginez, monsieur Moreau, intervint Élodie, sa voix claire et ferme. Elle a le pouvoir de révéler des vérités cachées. Marguerite fit un pas en avant, son faux sourire vacillant un instant. Quelle vérité, Serens, ma chère? Pourquoi n'allons-nous pas tous dans la salle de musique? Suggéra Gabriel, faisant un geste vers les escaliers. Je suis sûr qu'Élodie adorerait nous offrir une performance. Victor semblait sur le point de refuser, mais Marguerite posa une main sur son bras. Ce serait charmant, n'est-ce pas, Victor, voir comment notre investissement s'est développé. Le groupe monta les escaliers en silence, la tension palpable dans l'air. Élodie marchait avec la grâce d'une ballerine, chaque pas calculé, chaque mouvement faisant partie de la performance qui était sur le point de commencer. La salle de musique était baignée par la lumière du soir, le piano à queue luisant comme un joyau noir. Élodie s'assit à l'instrument avec naturel, ses mains se posant doucement sur les touches. « Que diriez-vous de quelque chose de spécial ?» suggéra-t-elle, ses yeux rencontrant ceux de Gabriel un bref instant. « Une composition d'Élisabeth? Moreau peut-être ?» Le visage de Victor pâlit, tandis que Marguerite serrait les lèvres en une fine ligne. La première note retentit dans l'air, claire et cristalline comme la vérité qui était sur le point d'émerger. La musique commença douce, presque hésitante, comme une question en cours de formulation. Mais elle gagna rapidement en force, chaque accord chargé de signification, chaque pause grosse de révélation sur le point d'exploser. Élodie jouait non seulement avec ses doigts, mais avec toute son âme. Ce n'était pas seulement une présentation musicale, c'était le prélude d'une révolution, le début d'une bataille qui avait attendu des années pour être livrée. Et tandis que la musique remplissait chaque recoin de la salle, les documents cachés entre les partitions attendaient leur moment d'entrer en scène, prêts à transformer cette mélodie de révélation en une symphonie de justice. Les dernières. Notes de la composition d'Élisabeth flottaient encore dans l'air quand Élodie ouvrit doucement le dossier de partition. Victor Moreau s'était approché de la fenêtre, son dos tendu trahissant son malaise. Marguerite, quant à elle, maintenait un sourire artificiel, bien que ses yeux trahissent une inquiétude croissante. « Vous savez, monsieur Moreau, » commença Élodie, sa voix aussi mélodieuse que les notes qu'elle venait de jouer, « votre épouse avait un don extraordinaire pour cacher des messages dans ses compositions. Chaque note, chaque pause, tout avait une signification spéciale. » « Je ne veux pas entendre parler d'Élisabeth, » coupa brusquement Victor, toujours sans se retourner. « Mais vous devriez, » intervint Gabriel, se positionnant à côté du piano. « Surtout si l'on considère que chaque partition qu'Élodie vient de jouer contient des preuves de votre conspiration avec Marguerite. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite fut la première à retrouver sa contenance, laissant échapper un rire forcé. « Quelle absurdité est-ce là ? Gabriel, mon cher, je crois que cette fille confond ton esprit. »« Je ne confonds rien, » répondit Gabriel, sa voix froide comme la glace. « En fait, je n'ai jamais été aussi lucide. Les transferts bancaires, les rencontres secrètes, les plans pour éloigner ma mère. Tout est documenté ici. » Élodie commença à retirer les documents d'entre les partitions, les étalant sur le piano comme un éventail de cartes lors d'une partie de poker. Ma mère et Élisabeth étaient plus intelligentes que vous ne l'imaginiez. Elles ont tout découvert et ont conservé les preuves. Victor se retourna enfin, son visage un masque de fureur contenue. « C'est ridicule. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, petite. »« Vraiment ?» défia Élodie, prenant l'une des feuilles. « Que diriez-vous de cet email, daté de 3 mois avant le départ d'Élisabeth,
où vous et Marguerite discutez de la façon de falsifier des documents pour remettre en question sa santé mentale. Ou peut-être les registres des comptes offshore, où vous avez caché l'argent détourné des entreprises Moreau. Marguerite fit un pas en avant, sa façade d'élégance commençant à se fissurer. Tu n'es qu'une petite domestique ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi? Élodie se leva du piano, des années de rancœur et de colère contrôlées dans sa voix. Vous avez transformé ma vie en enfer. Vous m'avez humiliée, traitée comme une esclave. Et savez-vous pourquoi? Parce que j'étais un rappel constant de ce que vous et Victor avez fait. Gabriel ouvrit son dossier et en sortit davantage de documents. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? Vous avez même planifié comment vous débarrasser du père d'Élodie quand il a commencé à avoir des soupçons. La seule chose que vous n'aviez pas prévue, c'est que Claire conserverait toutes les preuves. Le visage de Victor avait perdu toute couleur. Ses yeux parcouraient d'un document à l'autre, reconnaissant sa propre écriture, ses signatures, ces mots qui maintenant le condamnaient. « Que voulez-vous » demanda-t-il finalement, sa voix rauque. « Justice » répondit simplement Gabriel. « Demain, il y aura une réunion du conseil pour discuter de la fusion avec le groupe Rivière. Tous les actionnaires seront présents. Ce sera le moment parfait pour que vous annonciez votre retrait et confessiez vos crimes. » Marguerite laissa échapper un rire hystérique. « Vous avez perdu la tête. Vous pensez vraiment pouvoir nous faire chanter. Ce n'est pas du chantage, » corrigea Élodie, prenant une autre feuille. « C'est de la justice poétique. De la même façon que vous avez utilisé des documents et des mensonges pour détruire des vies, nous utiliserons la vérité pour les restaurer. » Sophie choisit ce moment pour entrer dans la salle, portant un plateau avec du thé. Son timing était parfait, comme toujours. Derrière elle, 2 hommes en costume sombre attendèrent dans le couloir, les avocats que Gabriel avait discrètement convoqués. « Messieurs Dupont et Martin aimeraient discuter des termes de la confession », annonça calmement Sophie, comme si elle servait simplement le thé de l'après-midi. Victor chancela jusqu'à une chaise, semblant vieillir de plusieurs décennies en quelques minutes. Marguerite, quant à elle, restait droite, ses yeux calculateurs évaluant chaque option disponible. « Tu ne ferais pas ça à ton propre père, » dit-elle à Gabriel, tentant une dernière carte. « Pense au scandale, à la honte pour le nom Moreau, Gabriel. » S'approcha d'Élodie et, pour la première fois depuis qu'elle était arrivée au manoir, se permit de toucher doucement sa main. Le véritable héritage des Moreau ne réside pas dans le nom ou les entreprises. Il est dans la musique que vous avez essayé de faire taire, dans la vérité que vous avez tenté d'enterrer. Élodie entrelaça ses doigts avec ceux de Gabriel, sentant la force qui coulait entre eux. « Il est temps d'affronter les conséquences, » dit-elle, sa voix ferme. « La musique révèle toujours la vérité, à la fin. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant la salle de musique de tons d'or et de carmin. Le piano, témoin silencieux de tant de secrets, reflétait la lumière comme s'il célébrait lui aussi le moment où la vérité éclatait enfin au grand jour. Les avocats occupèrent le bureau de Gabriel jusqu'à tard dans la nuit, rédigeant des documents et établissant des conditions. Victor Moreau, finalement confronté au poids de ses actions, signait page après page d'une main tremblante. Marguerite, isolée dans une pièce adjacente, alternait entre des menaces vides et des tentatives de négociation. Élodie observait tout depuis la bibliothèque, où elle s'était réfugiée avec une tasse de thé préparée par Sophie. L'arôme délicat de jasmin l'apaisait, tandis qu'elle assimilait les événements de la journée. Gabriel entra silencieusement, fermant la porte derrière lui. « Tout est en bonne voie, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Demain, lors de la réunion du conseil, mon père fera l'annonce officielle de son retrait. La confession concernant les détournements sera présentée aux autorités compétentes. Et Marguerite, elle n'a pas le choix. Les documents l'impliquent, autant que mon père. De plus, » Gabriel hésita, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Apparemment, elle a d'autres crimes à répondre. La vente illégale d'une personne, par exemple. Élodie ne put contenir un rire ironique. Elle a creusé sa propre tombe en me vendant à vous. En réalité, Gabriel se rapprocha un peu plus. Elle nous a offert le plus grand des cadeaux, la chance de rendre justice, et de nous trouver l'un l'autre. Le cœur d'Élodie s'accéléra avec cette proximité. La tension entre eux, auparavant contenue par l'urgence des événements, revenait maintenant en force. Sophie m'a raconté davantage sur ce jour au parc,
dit-elle doucement, sur la façon dont vous avez gardé le mouchoir toutes ces années. C'était la seule chose qui me faisait croire qu'il existait encore de la bonté dans le monde, confessa Gabriel. Après le départ de ma mère, je me suis complètement fermé. Mais ce petit geste de gentillesse, c'était comme une lumière dans l'obscurité. Élodie se tourna pour lui faire face complètement. Et maintenant, avec toute la vérité révélée, avec Marguerite et votre père confrontés aux conséquences, que se passe-t-il pour nous? Gabriel leva la main, et cette fois, il n'hésita pas à toucher le visage d'Élodie. Ses doigts étaient étonnamment doux contre sa peau. Maintenant, il n'y a plus de barrières entre nous, plus de secrets, plus de douleur. Plus de murs de verre, murmura-t-elle, rappelant la promesse faite quelques jours plus tôt. Non, répondit-il, sa voix rauque d'émotion, juste de la musique. Le baiser qui suivit fut comme une symphonie parfaitement exécutée, doux au début, gagnant en intensité, chaque mouvement parfaitement synchronisé. Les mains d'Élodie trouvèrent leur chemin jusqu'aux cheveux de Gabriel, tandis qu'il l'attirait plus près, comme s'il voulait compenser chaque moment de distance forcée. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés, le monde semblait différent, plus lumineux, plus rempli de possibilités. « Tu sais, dit Élodie, ses doigts jouant avec le col de la chemise de Gabriel, nous devons encore découvrir ce qui est arrivé à ta mère. Les documents mentionnaient qu'elle est restée en contact avec ma mère. » Gabriel acquiesça, ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. « Et nous le découvrirons ensemble. Mais maintenant, il se leva, lui tendant la main. Et si nous jouions quelque chose? Un duo, peut-être. » Élodie accepta sa main, se laissant guider jusqu'à la salle de musique. Le piano les attendait, ses touches reflétant le clair de lune qui entrait par les fenêtres. C'était le même instrument qui avait été témoin de tant de révélations quelques heures plus tôt. Mais maintenant, il semblait différent. Non plus porteur de secrets, mais messager de joie. Ils s'assirent ensemble sur le banc du piano, leurs corps se touchant naturellement, comme s'il n'y avait jamais eu de distance entre eux. Les premières notes d'une vieille chanson d'Élisabeth remplirent l'air, non plus une mélodie de tristesse, mais un hymne de libération. Pendant qu'il jouait, Élodie réalisa que sa vie s'était transformée en quelque chose qu'elle n'avait jamais osé rêver. De servante réduite au silence à pianiste respectée, de prisonnière à libératrice, son voyage était une preuve vivante que l'amour, comme la musique, avait le pouvoir de briser n'importe quelle chaîne. Et là, sous le clair de lune, avec les doigts dansant sur les touches en parfaite harmonie avec Gabriel, Élodie comprit enfin le véritable sens des paroles de sa mère. La musique n'abandonne jamais ceux qui l'aiment vraiment, parce que l'amour dans sa forme la plus pure est la plus puissante des musiques. Le matin de la réunion du conseil se leva clair et lumineux, comme si la nature elle-même voulait témoigner du moment de transformation qui allait venir. Élodie ajusta le blazer bleu marine que Sophie avait préparé pour elle, observant son reflet dans le miroir. La jeune femme effrayée qui était arrivée au manoir quelques semaines plus tôt avait cédé la place à une femme confiante et déterminée. « Tu es prête ?» demanda Gabriel debout à la porte de la chambre. Il était particulièrement élégant dans son costume sombre, mais ce furent ses yeux qui captèrent l'attention d'Élodie. Il y avait en eux une lueur différente, un mélange de détermination et de sérénité. « Presque », répondit-elle, prenant quelque chose sur sa coiffeuse. C'était le mouchoir brodé de notes de musique, maintenant encadré dans un délicat cadre d'argent. « J'ai pensé qu'il devrait être présent aujourd'hui. » Gabriel sourit, s'approchant pour examiner le mouchoir. « Le début de tout », murmura-t-il, ses doigts effleurant légèrement ceux d'Élodie en touchant le cadre. Le trajet jusqu'au siège des entreprises Moreau se fit dans un silence confortable, leurs mains entrelacées sur la banquette en cuir de la voiture. Victor et Marguerite avaient été emmenés séparément, escortés par les avocats qui garantiraient le respect de l'accord. Le hall de l'imposant bâtiment aux façades de verre était agité lorsqu'ils arrivèrent. Des cadres et des actionnaires conversaient en petits groupes, certains lançant des regards curieux vers Élodie. Après tout, ce n'était pas tous les jours que le toujours solitaire Gabriel Moreau arrivait accompagné à une réunion du conseil. « Monsieur Moreau !» Une femme élégante d'âge moyen s'approcha rapidement. « Nous ne nous attendions pas. Je veux dire, votre père a toujours présidé ces réunions. »
Les choses changent, Madame Martinez, répondit calmement Gabriel. Et voici, Élodie Dupont, ma partenaire, compléta Élodie avec un doux sourire, serrant la main de la femme surprise. La salle de réunion était impressionnante, avec une table ovale en acajou qui pouvait accueillir 30 personnes. Victor était déjà là, semblant avoir vieilli d'une décennie en une nuit. Marguerite, assise à ses côtés, gardait le menton levé dans un dernier effort de dignité. Tandis que les membres du conseil prenaient place, Élodie remarqua les regards confus qui passaient entre Victor et Gabriel. Il était évident que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Il ne savait simplement pas quoi. Gabriel se leva, sa présence dominant naturellement l'environnement. « Mesdames et messieurs, je vous remercie tous de votre présence. Avant de discuter de la fusion avec le groupe Rivière, mon père a une annonce importante à faire. » Le silence qui suivit fut pesant. Victor se leva lentement, ses mains tremblant légèrement en tenant les papiers devant lui. Quand il commença à parler, sa voix était rauque. « Au cours des 20 dernières années, j'ai été président des entreprises Moreau. Aujourd'hui, je viens annoncer non seulement ma retraite, mais également faire une confession. » Le brouhaha qui suivit fut rapidement réduit au silence lorsque Victor poursuivit, révélant des années de manipulation financière, de détournement de fonds, et le plus choquant, la conspiration pour éloigner Elisabeth Moreau de l'entreprise et de la famille. Élodie observait les réactions autour de la table. Choc, incrédulité, indignation. Mais ses yeux revenaient toujours vers Gabriel, admirant la force avec laquelle il affrontait ce moment. Lorsque Victor termina sa confession, il semblait avoir physiquement diminué. Marguerite gardait les yeux fixés sur la table, ses doigts serrant compulsivement le bord de son dossier. « Les documents de preuve ont déjà été transmis aux autorités compétentes », annonça l'un des avocats, distribuant des copies des principaux documents aux membres du conseil. Gabriel se leva, à nouveau. « En tant qu'actuel PDG des entreprises Moreau, j'assume l'entière responsabilité de conduire notre entreprise à travers cette transition. La fusion avec le groupe Rivière se poursuivra comme prévu, mais en toute transparence et selon les normes éthiques les plus strictes. » Une cadre plus âgée qu'Élodie reconnue comme l'une des plus anciennes conseillères se leva. « Monsieur Moreau, Gabriel, je peux parler au nom de plusieurs d'entre nous quand je dis que votre mère serait fière. Elisabeth a toujours cru en l'intégrité avant le profit. » Les mots atteignirent Gabriel, comme une vague d'émotion qu'il ne contint que partiellement. Élodie, sentant son agitation, glissa sa main sous la table pour prendre la sienne. Tandis que les avocats conduisaient Victor et Marguerite hors de la salle, où les autorités les attendaient, Élodie réalisa qu'une ère s'était terminée. Les mensonges, les manipulations, les jeux de pouvoir, tout était en train d'être remplacé par quelque chose de nouveau, quelque chose de plus propre et de plus vrai. « Faisons une pause d'1 heure, » annonça Gabriel. « À notre retour, je présenterai le nouveau plan de gouvernance d'entreprise et nous discuterons des détails de la fusion. » Tandis que la salle se vidait, Élodie et Gabriel restèrent assis, leurs mains toujours unies sous la table. Le silence entre eux était confortable, plein de promesses et de possibilités. « Tu avais raison, » dit doucement Élodie. « Il était important que tout le monde connaisse la vérité. » Gabriel se tourna vers elle, ses yeux bleus plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. « Et ce n'est que le début. Nous devons encore trouver ma mère, découvrir toute l'histoire, et nous y arriverons, » assura Élodie, serrant sa main. Ensemble. Le soleil du matin entrait par les fenêtres de la salle de réunion, les baignant d'une lumière dorée. C'était un nouveau jour, un nouveau commencement. Et tandis qu'ils observaient la ville en contrebas, tous deux savaient que leur vie avait changé pour toujours, pas seulement par la justice rendue, mais par l'amour qu'ils avaient à trouver dans le processus. Les semaines qui suivirent la réunion du conseil furent intenses. La presse s'en donna à cœur joie avec les révélations sur Victor Moreau et Marguerite, mais Gabriel géra la situation avec une dignité qui impressionna tout le monde. Les entreprises Moreau non seulement survécurent au scandale, mais en sortirent plus fortes, avec une nouvelle politique de transparence qui regagna la confiance du marché. Élodie, quant à elle, trouva sa propre voie. Avec l'encouragement de Gabriel, elle commença à donner des cours de piano à la fondation culturelle soutenue par l'entreprise. Ces matinées étaient remplies par la joie de partager la musique avec des enfants défavorisés, maintenant vivant l'héritage de sa mère.
Par un après-midi particulièrement agréable, alors qu'elle organisait des partitions dans la salle de musique du manoir, Élodie trouva une enveloppe qu'elle n'avait pas remarquée auparavant, cachée dans un faux tiroir du piano. Son cœur s'accéléra en reconnaissant l'écriture d'Elisabeth Moreau. « Gabriel » appela-t-elle, sa voix tremblant, légèrement d'excitation. Il apparut presque instantanément, comme s'il avait senti l'importance du moment. « Que as-tu trouvé ?»« Une lettre de ta mère, » répondit Élodie, ouvrant soigneusement l'enveloppe jaunie. « Et il y a autre chose ici. Des coordonnées ?» Gabriel s'assit à côté d'elle sur le banc du piano, ses yeux fixés sur le papier qu'Élodie tenait. La lettre était datée d'il y a seulement 3 ans. « Mon cher fils, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as enfin découvert la vérité. Claire m'a tenu informé de tout au fil des ans jusqu'à son dernier jour. Elle m'a parlé de l'homme fort et intègre que tu es devenu, malgré tant de cicatrices. Je n'ai pas pu revenir plus tôt parce que ça aurait été dangereux, pour moi et pour toi. Ton père et Marguerite avaient beaucoup de pouvoir, et je devais protéger quelque chose de précieux, la vérité. Tous les documents qui prouvèrent leurs crimes étaient avec moi, et Claire était mon seul lien sûr avec le passé. Maintenant que tu as trouvé cette lettre, cela signifie que tu es prêt. Les coordonnées ci-jointes te mèneront à un endroit spécial, un petit village sur la côte italienne, où j'ai trouvé la paix, et plus important, où j'ai gardé toutes les preuves qui manquaient pour compléter le puzzle. Mais Gabriel, mon fils, souviens-toi, la musique n'a jamais été seulement une question de notes et de partitions. Il s'agissait de liberté, d'amour, de courage d'être qui nous sommes vraiment. Je vois que tu as enfin compris cela grâce à une jeune femme spéciale qui, comme toi, porte la musique dans l'âme. Avec tout mon amour, Elisabeth. Gabriel se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Élodie pouvait voir la tempête d'émotion sur son visage reflétée dans la vitre. « Elle est vivante », murmura-t-il, sa voix étranglée. Tout ce temps, Élodie se leva et alla vers lui, enlaçant sa taille par derrière. Elle n'a jamais cessé de penser à toi, de s'inquiéter pour toi. Gabriel se retourna dans ses bras, ses yeux bleus brillant de larmes contenues. « Nous allons la trouver, » dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion. « Tu viendras avec moi ?»« Comme si je pouvais rester en arrière », sourit Élodie, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Le baiser fut interrompu par Sophie, qui entra précipitamment dans la salle. « Pardonnez l'intrusion, mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir. Les avocats viennent d'appeler. Victor et Marguerite ont accepté l'accord judiciaire. Il n'y aura pas de procès. » La nouvelle fut accueillie avec un mélange de soulagement et de mélancolie. C'était la clôture d'un chapitre douloureux, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. « Quand partons-nous » demanda Élodie, ses doigts entrelacés avec ceux de Gabriel. « Dès demain » répondit-il, un sourire sincère, illuminant son visage. « Le jet de l'entreprise peut nous emmener jusqu'en Italie. Sophie, pourriez-vous... »« Je m'occupe déjà de tout » interrompit la gouvernante avec un sourire maternel. « Les valises seront prêtes dans quelques heures. » Cette nuit-là, Élodie et Gabriel s'assirent ensemble au piano, jouant les compositions d'Elisabeth. Mais maintenant, les mélodies ne portaient plus de tristesse. C'étaient des promesses de retrouvailles, de rédemption, d'amour. « Tu sais, » dit Élodie, posant sa tête sur l'épaule de Gabriel, tandis que leurs doigts dansaient sur les touches. « Je pense que nos mères ont toujours su que ce jour viendrait, que nous nous trouverions l'un l'autre, que nous ferions justice, et que nous trouverions notre propre chemin vers la liberté, » compléta Gabriel, se tournant pour embrasser son front. Dehors, le soleil se couchait sur les jardins du manoir, peignant le ciel de teintes de rose et d'or. Une douce brise agitait les roses blanches, favorites d'Elisabeth, comme si la nature elle-même célébrait le nouveau chapitre qui allait commencer. La musique qu'il jouait coulait à travers le manoir, non plus comme un écho de tristesse, mais comme une promesse d'avenir. Un avenir où il n'y aurait plus de secrets, plus de douleur, plus de distance, seulement de la musique, de l'amour et la liberté pour laquelle leur mère s'était tant battue. Le petit village italien. Le port d'Azur semblait tout droit sorti d'une carte postale. Des maisons colorées s'accrochaient aux pentes verdoyantes, qui descendaient jusqu'à la mer Méditerranée, tandis que le soleil de l'après-midi baignait tout d'un éclat doré. Élodie et Gabriel arrivèrent après un long voyage, leur cœur battant d'un mélange d'anxiété et d'attente.
Les coordonnées indiquent une villa au sommet de cette colline, dit Gabriel, consultant son téléphone tandis que la voiture de location serpentait sur les routes étroites du village. Élodie observait le paysage avec admiration, imaginant Elisabeth choisissant cet endroit comme son refuge. C'était parfait, suffisamment isolé pour garantir l'intimité, mais d'une beauté qui inspirerait n'importe quel artiste. « Ta mère a bon goût », commenta-t-elle, serrant doucement la main de Gabriel qui reposait sur le levier de vitesse. « Je peux parfaitement imaginer quelqu'un composer ici, inspiré par cette vue. » La voiture s'arrêta devant un portail en fer forgé, partiellement couvert de bougainvillées en fleurs. Une plaque discrète annonçait « Villa Melodia » en lettres élégantes. « Villa Melodia », murmura Gabriel, un sourire apparaissant sur ses lèvres. Bien sûr qu'elle choisirait ce nom. Avant même qu'il puisse sonner, le portail commença à s'ouvrir automatiquement. Une femme se tenait au début du chemin de pierre qui menait à la maison. Grande, élégante, avec des cheveux gris attachés en un chignon sans prétention. Ses yeux, du même bleu intense que Gabriel, brillaient de larmes contenues. « Mon fils », dit Elisabeth. Moreau, sa voix tremblant légèrement. Gabriel resta paralysé un moment, comme s'il n'arrivait pas à croire que ce moment était réel. Élodie le poussa doucement vers l'avant, et ce fut tout ce dont il eut besoin. En quelques pas, mère et fille s'étaient enfin réunis, 20 ans d'absence se dissolvant dans une étreinte serrée. Élodie observait la scène, les larmes aux yeux, son cœur débordant d'émotion. Elisabeth s'écarta finalement un peu de Gabriel, bien qu'elle gardât les mains sur son visage, comme si elle voulait mémoriser chaque détail. « Tu es devenu un si bel homme, » dit-elle doucement. « Si semblable à ce que j'ai toujours su que tu deviendrais. » Ses yeux se tournèrent alors vers Élodie. « Et tu dois être la fille de Claire. Tu as ses yeux. Et sa force. » Élodie s'approcha, immédiatement enveloppée dans une étreinte chaleureuse. « Ta mère serait si fière de toi, » murmura Elisabeth. « Elle a toujours su que toi et Gabriel vous trouveriez un jour. » La villa était encore plus impressionnante à l'intérieur. Le hall d'entrée menait à une vaste salle où un piano à queue Bösendorfer occupait une place de choix. Les murs étaient recouverts de photographies. Elisabeth lors de divers concerts, Claire souriant dans des moments heureux, Gabriel enfant au piano. « Je n'ai jamais cessé de suivre ta vie, » expliqua Elisabeth, les guidant à travers la maison. « Claire était mes yeux et mes oreilles. Elle me racontait tes progrès dans l'entreprise. Comment tu gardais la musique vivante même en secret. »« Pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt ?» demanda Gabriel, sa voix douce mais chargée d'émotion, contenue. Elisabeth les conduisit à un bureau au 2e étage. Tout un mur était couvert de coupures de journaux, documents, photographies, une chronologie méticuleusement organisée des crimes de Victor et Marguerite. « Parce que je devais être sûre d'avoir suffisamment de preuves, » répondit-elle, ouvrant un coffre-fort caché derrière un tableau. « Je ne pouvais pas risquer de revenir sans avoir de quoi te protéger. Victor était trop puissant, avait trop de connexions. Si j'étais revenu sans être préparé, il aurait détruit toute chance de justice. Et maintenant, nous n'avons plus besoin de ces preuves, » dit doucement Élodie. « Ils ont tout avoué. » Elisabeth sourit, un sourire qui illumina tout son visage. « Grâce à vous deux. Claire disait toujours que tu avais un don spécial, Élodie. Pas seulement pour la musique, mais pour toucher l'âme des gens. » L'après-midi se transforma en soirée tandis qu'ils conversaient, partageant des histoires, comblant les vides de 20 ans de séparation. Elisabeth les emmena sur une terrasse avec vue sur la mer, où une table avait été dressée pour le dîner. « Toutes ces années, » dit-elle, servant du vin dans des verres en cristal. « J'ai maintenu la musique vivante ici. J'ai donné des cours, composé, réalisé de petits concerts. La musique était mon lien avec toi, Gabriel, même à distance. Et maintenant ?» demanda-t-il, tenant la main de sa mère sur la table. « Tu vas revenir avec nous ?» Elisabeth regarda la mère, puis le jeune couple en face d'elle. « Oui, » répondit-elle finalement, « mais pas pour habiter au manoir. Cet endroit a trop de souvenirs. J'ai pensé transformer cette villa en une école de musique, un lieu où les talents peuvent s'épanouir librement. » « Une école ?» Les yeux d'Élodie brillèrent d'intérêt. « Oui, » sourit Elisabeth. « Et j'aimerais que tu m'aides à la diriger, Élodie. Ton talent de professeur ne devrait pas se limiter aux cours à la fondation. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes de rose et d'orange.
Une brise légère apportait le parfum du jasmin du jardin mêlé au sel de la mer. C'était un moment parfait, un nouveau départ. À la musique, porta un toast Élisabeth, levant son verre, et à l'amour qu'elle nous a ramené. À la musique, répondirent Élodie et Gabriel à l'unisson, leurs mains entrelacées, sous la table, leur cœur battant en parfaite harmonie avec le son des vagues, se brisant sur la plage en contrebas. Les jours à la Villa Melodia passèrent comme un rêve. Élisabeth enchantait Élodie avec des histoires sur Claire, partageant des souvenirs précieux qui comblaient les vides dans son cœur. Les matinées étaient consacrées à la planification de l'école de musique, les après-midi étaient remplis de musique, les trois se relayant au piano, leur mélodie résonnant dans la maison et descendant la colline jusqu'à la mer. Un de ces après-midi, tandis qu'Élisabeth était au village pour régler des questions liées à la transformation de la propriété en école, Gabriel trouva Élodie sur la terrasse contemplant le coucher du soleil. « Un centime pour tes pensées », dit-il, l'enlaçant par derrière et posant son menton sur son épaule. « Je pensais à comme la vie peut prendre des tournants inattendus », répondit Élodie, se blottissant contre lui. « Il y a quelques semaines, j'étais pratiquement prisonnière, sans espoir, sans avenir. Maintenant, l'encouragea Gabriel, la tournant dans ses bras pour voir son visage. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Une famille, de la musique, l'amour. Elle toucha doucement son visage. Et dire que tout a commencé avec un mouchoir, brodé de notes de musique. Gabriel sourit, ce sourire rare qu'elle avait appris à aimer. En parlant de notes de musique, il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Le cœur d'Élodie s'accéléra quand il ouvrit la boîte, révélant un délicat anneau en platine. Le design était unique. De petites notes de musique en or rose formaient une mélodie continue autour de l'alliance. « C'est la première musique que tu as jouée pour moi au manoir », expliqua Gabriel, sa voix rauque d'émotion. « Je l'ai fait. »« Faire spécialement pour toi, Gabriel. » Élodie avait du mal à respirer. Il s'agenouilla, tenant ses mains. « Élodie Dupont, tu m'as appris que la musique n'est pas seulement une question de notes, c'est une question d'amour, de courage et de liberté. Tu m'as libéré d'une prison que j'avais moi-même construite. Tu m'as fait croire à l'amour à nouveau. Veux-tu m'épouser ?»« Oui, » répondit-elle sans hésitation, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « 1000 fois oui. » La bague glissa parfaitement à son doigt, comme si elle avait toujours appartenu là. Le baiser qui suivit fut interrompu par des applaudissements. Élisabeth était revenue et observait la scène depuis la porte de la terrasse, ses yeux brillants de joie. « Enfin !» s'exclama-t-elle, s'approchant pour embrasser les deux. « Je me demandais quand tu trouverais le courage, mon fils. »« Vous saviez ?» demanda Élodie, admirant comment la bague scintillait sous le soleil couchant. « Bien sûr, Gabriel m'a demandé de l'aide pour le design de la bague. » Élisabeth sourit, ses yeux bleus identiques à ceux de son fils débordant d'émotion. « Claire et moi avons toujours rêvé de ce moment, vous savez. Nous avons toujours su que vous étiez destinés l'un à l'autre. » Ce soir-là, ils célébrèrent avec une petite fête improvisée sur la terrasse. Élisabeth joua ses compositions les plus joyeuses au piano qu'ils avaient déplacé dehors spécialement pour l'occasion. Les voisins du village, curieux de la musique, se joignirent à la célébration, apportant du vin et de la nourriture. Sous les étoiles du ciel italien, entourés de musique et d'amour, Élodie et Gabriel dansaient lentement. La mer murmurait sa propre mélodie en contrebas, une chanson d'amour éternel comme les vagues. « Sais-tu ce que j'aime le plus chez toi ?» murmura Gabriel à son oreille, tandis qu'il dansait. « Quoi ?»« La façon dont tu as transformé notre histoire de douleur en une symphonie d'amour. » Élodie sourit, posant la tête sur sa poitrine. « Nous l'avons fait ensemble, comme un duo parfait. » Élisabeth observait le couple avec des larmes dans les yeux, son cœur débordant de gratitude. Enfin, après tant d'années de séparation et de souffrance, la musique avait accompli son plus grand dessein. Unir les cœurs, guérir les blessures, créer de l'amour. La Villa Melodia allait connaître un nouveau chapitre dans son histoire. Ce ne serait pas seulement une école de musique, mais un symbole de renaissance, de seconde chance, d'amour qui surmonte toutes les barrières. Là, où la mer rencontre le ciel et où la musique danse avec le vent, Élodie et Gabriel construiraient leur avenir ensemble.
Et ainsi, sous le ciel étoilé de la côte italienne, une nouvelle mélodie commençait. Non plus une chanson de tristesse ou de solitude, mais une symphonie d'amour, d'espoir et de bonheur. Car, comme le disait toujours leur mère, la musique n'abandonne jamais ceux qui l'aiment vraiment. Et l'amour, comme la plus belle des mélodies, a le pouvoir de transformer des vies, de guérir des cœurs et de créer des miracles. Les mois qui suivirent les fiançailles furent un tourbillon d'activités. La Villa Melodia se transformait rapidement. De nouvelles salles de classe étaient construites sur le terrain adjacent, tout en conservant intacte la structure originale de la maison. Des pianos arrivaient chaque semaine, chacun soigneusement sélectionné par Elisabeth, qui insistait sur le fait que chaque instrument avait sa propre personnalité. Élodie partageait son temps entre aider à l'école et planifier le mariage, qu'ils avaient décidé de célébrer là même, à la villa. La cérémonie serait intime, avec seulement des amis proches et les élèves qui commençaient déjà à fréquenter les cours expérimentaux de l'école. Par un matin particulièrement, agitée alors qu'elle supervisait l'arrivée d'un nouveau piano, Élodie trouva Elisabeth dans l'ancien bureau, organisant des papiers. « J'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir, » dit Elisabeth, lui tendant une enveloppe jaunie. « Ce sont des lettres que ta mère m'a envoyées au fil des ans. Celle-ci en particulier, eh bien, je pense qu'elle aurait voulu que tu l'aies. » Élodie s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, ses mains tremblant légèrement en ouvrant l'enveloppe. L'écriture familière de sa mère fit serrer son cœur. « Chère Elisabeth, aujourd'hui, Élodie a eu 16 ans. Marguerite l'a fait travailler toute la journée, comme toujours. Mais le soir, quand tout le monde dormait, je suis allé dans sa chambre. Je l'ai trouvée en train de jouer silencieusement du piano sur la commode, ses doigts dansant dans l'air, comme si les touches étaient là. Mon cœur s'est brisé et s'est rempli d'espoir en même temps. Elle nous ressemble tant à toutes les deux, Elisabeth. Elle a ta force, ma persévérance, et une lumière propre que même l'obscurité de cette maison ne parvient pas à éteindre. Hier, je l'ai surprise en train de regarder une vieille photo de Gabriel dans le journal, un article sur les jeunes entrepreneurs prometteurs. Ses yeux ont brillé d'une manière spéciale, et pendant un moment, j'ai vu l'avenir dont nous avons toujours rêvé pour eux. Continue à garder Gabriel en sécurité. Un jour, quand le moment sera venu, nos enfants se rencontreront. Et quand cela se produira, la musique que nous gardons dans nos cœurs pourra enfin être jouée dans toute sa plénitude. Avec amour, Claire. Élodie essuya les larmes qui coulaient librement sur son visage. Elle savait, tout ce temps, elle savait que Gabriel et moi, nos mères ont toujours été extraordinaires, sourit Elisabeth, s'asseyant à côté d'Élodie. Elle voyait au-delà du présent, au-delà de la douleur. Elle voyait l'amour qui était destiné à s'épanouir. Le bruit de pas interrompit la conversation. C'était Sophie qui était arrivée d'Italie pour aider aux préparatifs du mariage. « Excusez-moi de vous interrompre, mais les fleuristes sont ici pour discuter des arrangements. » Élodie rangea soigneusement la lettre dans son journal et suivit Sophie jusqu'à la terrasse, où une explosion de fleurs attendait son approbation. Des roses blanches, les préférées d'Elisabeth, se mêlaient à des orchidées dans des tons de bleu doux, créant une harmonie parfaite. « Les fleurs sont comme des notes de musique, » commenta Elisabeth, qui les avait suivies. Chacune a son ton, sa personnalité. Ensemble, elles créent une symphonie visuelle. Le reste de l'après-midi fut consacré aux décisions concernant la musique, la décoration et le menu. Gabriel, qui était retourné temporairement en France pour régler des questions d'entreprise, participait par vidéoconférence. Son sourire illuminant l'écran de l'ordinateur portable chaque fois qu'Élodie apparaissait dans son champ de vision. Le soir, après que tout le monde se fut retiré, Élodie resta sur la terrasse, admirant les lumières du village en contrebas. La bague à son doigt brillait sous la lumière de la lune, les petites notes de musique racontant leur propre histoire d'amour. Sophie la rejoignit, apportant 2 tasses de thé. « Vous savez, » dit la gouvernante s'asseyant dans l'un des fauteuils, « dans toutes mes années de service auprès de la famille Moreau, je n'ai jamais vu autant de bonheur qu'aujourd'hui. C'est comme si un cycle se complétait, » réfléchit Élodie. Toute la douleur, toute la séparation, tout nous a menés jusqu'ici. Et maintenant vous écrivez une nouvelle musique, sourit Sophie. Une que vos mères ont toujours su qui serait jouée. La mer murmurait sa chanson éternelle en contrebas, tandis que les étoiles scintillaient dans le ciel italien. Élodie ferma les yeux,
laissant la brise nocturne caresser son visage. Dans une semaine, elle et Gabriel se marieraient ici même, sous ce même ciel. L'école de musique serait inaugurée le lendemain du mariage, un nouveau départ à tous égards. Élodie, appela Elisabeth depuis la salle de musique. « Viens voir ça !» En entrant dans la salle, Élodie trouva Elisabeth au piano, une vieille partition entre les mains. « Je l'ai trouvée parmi les affaires de ta mère. C'est une composition que nous avons faite ensemble, Claire et moi, quand toi et Gabriel étiez petits. Elle n'a jamais été jouée en public. » Les premières notes remplirent l'air, une mélodie douce et complexe, entrelaçant des thèmes qui représentaient les deux familles, les deux histoires qui s'unissaient maintenant. C'était comme si Claire et Elisabeth avaient composé la bande sonore du destin de leurs enfants, bien avant de savoir qu'il se réaliserait. « Ce sera la musique de ton mariage, » dit Elisabeth, ses yeux brillants. « Le dernier cadeau de vos mères pour vous. » Élodie s'assit à côté d'Elisabeth sur le banc du piano, ses mains se joignant aux siennes sur les touches, apprenant la mélodie que leurs mères avaient créée avec tant d'amour. C'était plus qu'une musique de mariage. C'était un héritage d'amour, d'espoir et de foi dans le pouvoir transformateur de la musique. Le jour du mariage se leva parfait, comme si le ciel italien lui-même voulait bénir l'union. La Villa Melodia resplendissait, décorée de roses, blanches et d'orchidées bleues, qui créaient un chemin jusqu'à l'hôtel improvisé sur la terrasse. La mer brillait en arrière-plan comme un miroir géant, reflétant le soleil du matin. Dans la chambre principale de la villa, Élodie se préparait avec l'aide de Sophie et d'Elisabeth. Sa robe, un modèle élégant en soie pure, avait de petites notes de musique brodées sur l'ourlet, un détail spécial qu'Elisabeth avait suggéré. « Quelque chose d'ancien », dit Elisabeth, fixant une délicate broche de saphir dans les cheveux d'Élodie. Elle appartenait à ta mère. Claire l'a portée à son propre mariage. Élodie toucha doucement la broche, se sentant liée à sa mère d'une manière spéciale. Elle est ici avec nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans chaque note de musique, dans chaque battement de ton cœur, répondit Elisabeth, ajustant le voile avec tendresse. Sophie entra dans la chambre portant un bouquet de roses blanches attachées avec un ruban bleu. Les invités arrivent. Et Gabriel? Elle sourit. Disons que je n'ai jamais vu le jeune monsieur aussi nerveux et heureux en même temps. Le son de la musique commença à flotter dans l'air. Les premiers élèves de l'école, un quatuor à cordes qui avait insisté, pour jouer à la cérémonie, accordaient leurs instruments. La mélodie qu'Elisabeth et Claire avaient composée serait jouée au moment où Élodie marcherait jusqu'à l'autel. « Il est temps », annonça Sophie, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle ajustait une dernière fois la robe d'Élodie. Le petit chemin jusqu'à la terrasse semblait flotter sous ses pieds. Chaque pas était accompagné par des notes de la composition spéciale, comme si Claire et Elisabeth la guidaient à travers la musique. Quand Élodie émergea enfin dans la lumière du soleil, un soupir collectif parcourut les invités. Gabriel l'attendait à l'autel, plus élégant que jamais dans son costume sombre. Ses yeux, ces mêmes yeux bleus qui avaient été si froids un jour, débordaient maintenant d'amour et d'émotion. À ses côtés, Elisabeth souriait à travers ses larmes, les mains croisées sur le cœur. La cérémonie fut conduite en italien et en français, une célébration de l'amour qui transcendait les langues et les frontières. Quand vint le moment des vœux, Gabriel prit les mains d'Élodie, ses yeux fixés sur les siens. « Élodie, tu m'as trouvé quand j'étais perdu dans l'obscurité, quand j'avais oublié la musique de la vie. Avec ton amour, ton courage et ta musique, tu m'as ramené à la lumière. Je promets de passer chaque jour de notre vie à composer notre propre mélodie d'amour, à jouer notre duo éternel. » Les larmes coulaient librement sur le visage d'Élodie quand vint son tour. « Gabriel, tu m'as libéré non seulement d'une prison physique, mais de la prison de la peur et de la solitude. En toi, j'ai trouvé mon partenaire, mon protecteur, mon amour. Je promets que notre musique sera toujours de joie, de compréhension et d'amour infini. » Les alliances qu'ils échangèrent étaient uniques, chacune gravée des premières notes de la musique que leurs mères avaient recomposée. Quand le célébrant les déclara mari et femme, le quatuor à cordes entama une version jubilante de la mélodie, et toutes les cloches du village commencèrent à sonner, comme si la ville elle-même voulait participer à la célébration. La réception qui suivit fut une fête de musique et de joie. Les élèves de l'école se relayaient au piano,
jouant des compositions qui varièrent du classique au contemporain. Élisabeth présenta une nouvelle composition créée spécialement pour l'occasion, une pièce qui célébrait l'amour et la Renaissance. Au milieu de la fête, Gabriel conduisit Élodie jusqu'au piano. « J'ai une surprise pour toi, dit-il, s'asseyant à l'instrument. Ses doigts commencèrent à danser sur les touches, jouant une mélodie qu'Élodie n'avait jamais entendue auparavant. « C'est magnifique, murmura-t-elle, s'asseyant à ses côtés. « Tu as composé. »« Pour toi, sourit-il, ma première composition en 20 ans. Je l'ai appelée Renaissance en sol majeur. » Élodie se joignit à lui au piano, ses doigts trouvant naturellement les notes complémentaires, transformant le solo en un duo spontané et parfait. Les invités s'arrêtèrent pour regarder, enchantés par cette démonstration d'amour et de musique dans sa forme la plus pure. À la tombée de la nuit, des lanternes furent allumées dans le jardin, créant une ambiance magique. La mer reflétait les lumières comme des milliers d'étoiles dansantes. Élodie et Gabriel dansaient lentement, perdus dans leur propre monde d'amour et de musique. « Regarde » murmura Gabriel, indiquant un point dans le ciel. Une étoile filante traça la nuit, laissant une traînée brillante. « Fais un vœu, sourit Élodie. « Je n'en ai pas. »« Besoin, » répondit-il, l'embrassant doucement. « J'ai déjà tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Élisabeth observait le couple, le cœur débordant de joie. À ses côtés, Sophie essuyait discrètement une larme. « Claire serait si heureuse, » a dit la gouvernante. « Elle l'est, » répondit Élisabeth, son regard doux, dans chaque note, dans chaque sourire, dans chaque moment d'amour. Nos mères ont toujours su ce qu'elles faisaient. La nuit avançait, mais la musique continuait. La dit Villa Melodia, qui avait été un refuge de solitude pendant tant d'années, pulsait maintenant de vie et d'amour. Le lendemain, ses portes s'ouvriraient officiellement comme école de musique. Un nouveau chapitre commencerait. Mais cette nuit-là, sous le ciel étoilé de la côte italienne, il ne s'agissait que d'amour. De deux âmes qui s'étaient trouvées, à travers la musique, qui avaient surmonté la douleur et le passé pour créer leur propre symphonie de bonheur. Parce que finalement, l'amour est la plus belle des musiques, celle qui ne finit jamais, qui trouve toujours de nouvelles notes à jouer, de nouveaux accords à explorer. 5 ans s'écoulèrent depuis l'inauguration de l'école internationale de musique Villa Melodia. Ce qui avait commencé comme un rêve s'était transformé en l'une des institutions musicales les plus respectées d'Europe. Les jardins, autrefois silencieux, étaient maintenant remplis de musique et de rire, tandis que des élèves venus du monde entier poursuivaient leurs rêves musicaux. Par un matin de printemps particulièrement beau, Élodie marchait dans les couloirs de l'école, son ventre légèrement arrondi annonçant l'arrivée de leur deuxième enfant. Sa fille, Claire, âgée de 3 ans, courait devant elle, ses boucles brunes dansant au vent tandis qu'elle saluait chaque élève par son nom. Le son d'un piano familier l'attira vers l'une des salles principales. Gabriel était assis à l'instrument, enseignant une mélodie simple à un groupe d'enfants de l'orphelinat local. Son visage, autrefois toujours sérieux, s'illuminait maintenant de sourires fréquents, surtout quand un élève parvenait à maîtriser un passage difficile. « Papa, Taresmoub » s'écria la petite Claire, courant dans les bras de son père. Gabriel la prit avec aisance, l'asseyant à ses côtés sur le banc du piano. « Princesse, » sourit-il, « veux-tu montrer à tes amis ce que tu as appris ?» Avec la concentration, caractéristique des Moreau, Claire posa ses petits doigts sur les touches et commença à jouer une version simplifiée de Pour Élise. Les autres élèves applaudirent avec enthousiasme quand elle termina, faisant rougir de plaisir la petite fille. Élisabeth, qui venait de rentrer d'une tournée de concerts de bienfaisance, trouva la famille réunie dans la salle de musique. Ses cheveux étaient maintenant complètement argentés, mais ses yeux gardèrent le même éclat vivace. « Grand-mère !» Claire sauta du banc du piano dans les bras de sa grand-mère. « Mon amour !» sourit Élisabeth en embrassant sa petite fille. Ses yeux rencontrèrent le ventre d'Élodie. « Et comment va mon futur pianiste ?»« Très actif, » rit Élodie, caressant son ventre, « surtout quand il y a de la musique. » Les élèves prirent congé, laissant la famille seule dans la salle. Gabriel s'approcha d'Élodie, l'enveloppant dans ses bras tandis qu'Élisabeth s'asseyait au piano avec Claire. « Parfois, cela me semble encore un rêve, » murmura Élodie, observant sa fille essayer d'accompagner sa grand-mère sur une mélodie. Simple,
Tout ce bonheur, ce n'est pas un rêve, répondit Gabriel, embrassant doucement sa tempe. C'est la vie que nos mères ont toujours su que nous aurions. Sophie entra dans la salle, portant un plateau avec du thé et des biscuits. Même après tant d'années, elle continuait à prendre soin de tout le monde avec la même tendresse maternelle. « Les nouveaux formulaires de bourse d'études sont arrivés, annonça-t-elle. Et il y a une petite fille, vous devez l'entendre jouer. Elle a le même don que vous aviez à son âge, Élodie. » L'après-midi passa tranquillement, avec la famille réunie dans la salle de musique. Élisabeth racontait des histoires sur sa dernière tournée. Claire pratiquait ses gammes, et Élodie et Gabriel discutaient des plans pour étendre le programme de bourse d'études. Au crépuscule, alors que le soleil peignait la mer d'or, tous se réunirent sur la terrasse pour le dîner. C'était une tradition qu'ils maintenaient depuis le mariage. Des dîners en plein air avec de la musique et des conversations, célébrant la famille qu'ils avaient construite. « Maman !» appela Claire, ses yeux verts, identiques à ceux d'Élodie, brillants de curiosité. « Raconte encore l'histoire du mouchoir avec les notes de musique ?» Élodie sourit, échangeant un regard complice avec Gabriel. C'était l'histoire préférée de la petite fille, le conte de comment ses parents s'étaient rencontrés, de comment l'amour et la musique avaient transformé des vies. « Il était une fois, commença Élodie, une petite fille qui croyait au pouvoir de la musique pour guérir les cœurs blessés. » Tandis que l'histoire se déroulait, le son doux de la mer se mêlait aux notes qui venaient des salles de classe où quelques élèves pratiquaient encore. C'était une symphonie parfaite, la musique de l'amour, de la famille, de la vie qu'ils avaient construite ensemble. La Villa Melodia continuait d'être un lieu de transformation où les rêves musicaux prenaient leur envol et les cœurs trouvaient leur propre mélodie. Élodie et Gabriel avaient créé plus qu'une école. Ils avaient créé un héritage d'amour et de musique qui se perpétuerait à travers les générations. Et ainsi, sous le ciel étoilé de la côte italienne, la musique continuait. Parce que certaines mélodies ne se terminent jamais, elles se transforment simplement, grandissent et trouvent de nouveaux cœurs à toucher.